Alors, Frédéric Dabi, vous êtes le directeur général adjoint de l'IFOP. Vous n'êtes plus adjoint. Ah, mais tout... Il a fait déjà la remarque au mois de décembre, mais c'est pas grave. C'est vrai, mais il faut vraiment que je mette mes fiches à jour, moi. Hein. Pardon? Il faut que je mette mes fiches à jour. C'est pas grave. Vous êtes le boss. OK. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, qu'on applaudit, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Bravo pour cette promotion. C'est pas grave, c'est bien. Bien, Florence, toujours avec nous. Et puis Nelly Garnier. Nelly, dites-moi tout, franchement, est-ce que vous êtes bien la directrice de l'Observatoire des crises nouvelles chez Havas? Et oui, vous avez mis vos fiches à jour, ça va. C'est parfait, je suis rassuré, tout va bien. Alors, resituons le contexte pour commencer. Le 25 janvier 2022, Le Monde publie les meilleures pages du livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs, qui dénonce des dysfonctionnements présumés au sein du groupe Orpea. C'est le début d'un tsunami médiatique. Pendant 3 semaines, le sujet fait la une de l'actualité. En mars, ce fut l'un des sujets les plus discutés par les Français, derrière la guerre en Ukraine et la hausse du prix de l'énergie, et devant l'élection présidentielle, selon le baromètre des conversations IFOP pour Paris Match et Sud Radio. Alors aujourd'hui, quel est l'état de l'opinion? Eh bien, Florence, c'est ce que le CINERPA a voulu savoir. Absolument, on ne recule devant rien, décidément, puisque, alors c'est vrai que habituellement, on a toujours fait, depuis plusieurs années, avec l'IFOP, des baromètres pour jauger de l'avis des Français sur notre activité. Évidemment, cette année, il nous a paru quand même encore plus important que d'habitude de savoir, même si c'est dur, même si ça nous permet aussi cette transparence et de savoir d'où on repart en fait. Il faut savoir d'où on repart pour savoir quels sont les développements à mettre en œuvre. Et donc ce baromètre, on a voulu sur la crise, mais aussi sur les pistes de sortie de crise. Et donc, on a voulu tester les Français sur nos propositions. Donc, c'est chose faite et on est très heureux d'avoir ce sondage et on espère que les années à venir, notre cote de popularité remontera. Eh bien, Frédéric, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous et tous. Effectivement, je tiens vraiment à rendre hommage au CINERPA. Il nous arrive à l'IFOP, lorsque un secteur connaît une crise, de voir les commanditaires tétanisés, vouloir mettre la poussière sous le tapis, nous dire bon, le baromètre, on fera l'enquête l'année prochaine. Là, clairement, c'est un choix, mais c'est très intéressant de faire cette enquête dans un moment compliqué. Donc, on nous a repris des questions historiques de ce baromètre IFOP-CINERPA qu'on a initié en 2017, qu'on avait présenté avec Florence à Deauville. On a repris nos questions historiques sur l'état de l'opinion à l'écart du grand âge, sur les représentations, sur l'image des métiers liés à l'accompagnement des personnes âgées, sur les solutions préconisées. Et bien sûr, cette enquête prend en compte, oui, ce que vous avez appelé ce cataclysme lié à la sortie du livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet, qui est vraiment, c'est vrai, a bouleversé le secteur. Et ce qu'on va voir avec des questions historiques, c'est si ça a modifié en profondeur, si ça a créé un dégât d'opinion irréversible. La réponse est non. Je fais pas de, je divulgage, si je puis dire, les résultats, tout en reprenant, et j'espère que ça va marcher, hop, les principaux résultats, tout en reprenant, je vais retourner en arrière, tout en reprenant les critères, la méthodologie historique, bon tant pis, ça ne pourra pas aller en arrière. On a donc interrogé 1516 personnes, on a repris le même protocole méthodologique pour pouvoir comparer dans le temps les résultats, suivre les principaux indicateurs, mais bien sûr, on a posé avec le CINERPA des questions spécifiques sur la publication du livre. Et d'abord, un indicateur tout à fait classique, c'est le plus simple et c'est le plus intéressant. Est-ce que les Français en ont entendu parler? Vous disiez tout à l'heure que dans le baromètre IFOP fiducial pour Match et Sud Radio, dans un contexte d'actualité très dense, ça sortait à un niveau extrêmement élevé, preuve que ça avait touché les Français. Et là, c'est confirmé. La notoriété est extrêmement forte. 72% des Français en ont entendu parler. C'est majoritaire dans toutes les catégories. Bien sûr, davantage chez les plus de 50 ans. Mais le chiffre fort, c'est 50% qui voient précisément de quoi il s'agit. Ce n'est pas qu'un bruit médiatique, ça a, si je puis dire, pénétré le corps social. Et dans ce cadre-là, la question centrale, si ça peut venir, j'attends. La suite, s'il vous plaît. Oui, next, on va faire page suivante. Ça tremble un peu, il faut bouger la tête en même temps pour bien voir. Hop. Bon, quel impact? C'est vraiment, vous voulez me faire...
Durée de suspense. Quel impact perçu du livre Les Fossoyeurs? Ça marche pas. Ah, ça y est. Voilà, ça y est, je bouge plus. Donc, clairement, vous le voyez, et là, une fois de plus, on a vraiment posé des questions très directes, très dures. Quel a été l'impact de ce livre? Et clairement, vous le voyez, hein, le livre a modifié les représentations et les perceptions des Français sur le secteur dans un double sens. D'abord, sous l'angle de la dégradation. 84% cela a dégradé l'image que les Français ont des EHPAD, et même 41% répondent oui. Tout à fait, ça a dégradé l'image personnelle qu'avaient les gens, même s'il y a un décalage, on passe de 84 à 72%. Et puis, il faut le dire, il y a une sorte d'effet repoussoir, puisque pour 3/4 des personnes interrogées, voire plus, ça vous poussera pour vous-même à éviter à tout prix de finir vos vieux jours dans un EHPAD, et pour 77%, ça vous poussera à tout prix à éviter de placer un proche. Donc on a des scores extrêmement forts, extrêmement homogènes. Pour autant, au-delà de ce ressenti très fort, hein, c'est une véritable dégradation, pour 4 Français sur 10, ça n'a pas d'incidence directe sur les choix que vous serez amenés à faire pour vous ou vos proches. Et ce qui est intéressant, ce score est majoritaire chez les 65 ans et plus, et c'est majoritaire chez les premiers concernés, chez les personnes qui ont des parents en perte d'autonomie. Donc il y a une sorte déjà, dans ce contexte extrêmement deuil du cyclone de la crise, de mise à distance de ce livre. D'ailleurs, quand on interroge les Français, pas de changement sur le lieu souhaité pour les vieux jours d'un proche, la hiérarchie est très claire. Plus que jamais, l'idéal, c'est, quand on pense aux vieux jours d'un de ses proches, c'est qu'il finisse sa vie à son domicile. Quand même une progression de 6 points par rapport à 2019. Il y a peut-être également un effet du livre et du bruit médiatique autour. Plus que jamais, la solution du maintien à domicile est préférée. Les autres solutions, vous le voyez, sont nettement moins citées, mais peu d'évolution par rapport à 2019, 11% au sein d'une résidence adaptée. Pour autant, il y a une sorte de mise à distance, une sorte de désacralisation du maintien à domicile qui trouve sa limite quand il s'agit d'un proche atteint par la maladie d'Alzheimer. Ce qui arrive en tête, malgré, je le répète, hein, ce contexte très, très fort, on fait l'enquête dans l'œil du cyclone, 1 Français sur 2, il faut que ces personnes vivent au sein d'une résidence service adapté aux personnes âgées qui devance nettement le maintien au domicile. Il y a, malgré la crise, une prise de conscience croissante de la difficulté du maintien à domicile pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et quand on a des scores sur l'EHPAD privé et l'EHPAD public, les scores sont apparemment faibles, mais je le répète, auprès des personnes concernées. Et comme on a interrogé 1500 personnes, on a un sous-échantillon qui est relativement robuste, même très robuste. On atteint 29% et 22% chez les personnes qui ont des parents en perte d'autonomie, chez les personnes qui sont concernées par la question du maintien à l'aide de domicile ou de la maladie d'Alzheimer. Alors, dans ce cadre-là, quels sont les critères qualitatifs prioritaires pour installer une personne âgée en EHPAD? On a peu de changements par rapport à l'enquête de 2021, donc c'est intéressant de voir, malgré le souffle de cette crise, il reste des invariants nets. 2 dimensions émergent. D'abord, la qualité des soins. On avait vu, Florence, par le passé, ce lien établi entre EHPAD et la question du soin, 82%, mais un EHPAD n'est pas un hôpital. La qualité du lien social et affectif entre le personnel de l'établissement et votre parent est citée à un niveau très élevé. Peut-être un effet de la crise, la qualité de la surveillance et de la sécurité, notamment chez les personnes âgées de plus de 75 ans et plus. Et puis vous le voyez, la qualité de l'accompagnement de fin de vie, etc. Les autres aspects, moins médicaux, moins psychos, arrivent en bas de tableau, restauration et qualité de l'animation. Alors, un indicateur important, parce qu'on va voir si la crise a tout bouleversé, l'image des professionnels exerçant auprès des personnes âgées. L'image reste satisfaisante et elle suscite majoritairement des a priori positifs. 85%, donc une cote d'image quasi plébiscitaire pour les professionnels exerçant les métiers d'accompagnement et de maintien à domicile des personnes âgées. Et puis, j'ai envie de dire la bonne surprise, pour les professionnels exerçant dans des EHPAD, on a toujours une bonne image majoritaire, certes une érosion de 7 points par rapport à l'enquête de 2021, mais
rien à voir avec ce qu'aurait pu être un véritable effondrement, une cote d'image qui deviendrait minoritaire comme on l'a vu pour d'autres types de secteurs. Ça reste majoritaire, notamment dans toutes les catégories, et c'est plus fort que la moyenne auprès des personnes les plus concernées, les personnes qui ont des parents en perte d'autonomie et qui ont déjà fréquenté pour leurs proches des EHPAD. Alors, autre dimension, au-delà de la cote d'image des professionnels, les traits d'image détaillés associant au métier lié à l'accompagnement des personnes âgées. On a des représentations toujours contrastées. D'abord, une dimension, comme dans les enquêtes précédentes, sur laquelle il faut insister, cette notion d'utilité sociale. Ce sont des métiers qui permettent d'avoir une utilité sociale, et un métier qui fait sens dans les travaux que j'ai pu réaliser auprès des jeunes, c'est quelque chose de très important en termes d'engagement. Il y a également des aspects positifs liés à l'entreprise. Ça permet de travailler dans une entreprise à taille humaine, d'exercer un métier ou de travailler dans une entreprise engagée et responsable. Là où le bas blesse, je dirais, mais c'était des choses qu'on avait vues des autres années, c'est sur des jugements plus contrastés, plus négatifs sur la dimension RH et les perspectives de carrière. Avoir des perspectives d'évolution de carrière, des bonnes conditions de travail ou une bonne rémunération. Là où clairement, contrairement à la cote d'image qui reste élevée et majoritaire, on a un effet lié à la sortie du livre, c'est l'évolution par rapport à 2021, où clairement, sans parler d'effondrement, on a une dégradation nette des représentations liées à ces métiers, sous l'angle de l'entreprise, de l'attractivité des entreprises, moins 13 points sur ces métiers permettent de travailler dans une entreprise à taille humaine, moins 9 points sur ces métiers qui permettent d'exercer, de travailler dans des métiers, dans des entreprises engagées, responsables, et bien sûr, mais je pense que Nelly pourra en parler mieux que moi, c'est une crise réputationnelle qui a un impact très fort sur l'item. Ces métiers permettent de travailler dans un secteur qui a bonne réputation, porteur de valeur. Ça ne s'effondre pas au point de devenir minoritaire, mais on passe en un an de 65% de oui à 53%. C'est là que le travail qui va être fait va permettre de rétablir la confiance. Alors, là où, en revanche, les Français restent tout à fait droits dans leurs bottes et assez proches de ce qu'on a vu par le passé, qui doit prendre en charge le secteur du grand âge, malgré l'intensité de la crise? On verra le refus, par exemple, d'une nationalisation. Les réponses attestent d'une posture équilibré, c'est-à-dire que les Français sortent de la bataille d'Hernani, de l'opposition stérile privée contre public, c'est toujours à 59%, et je crois, Florence, dans une question équivalente, il y a 3 ans, on était à 66%, donc on est vraiment sur plus de 60% des Français qui disent c'est à la fois un secteur qui doit être pris en charge par le privé et par les pouvoirs publics. C'est majoritaire dans toutes les catégories, notamment les catégories les plus touchées par les questions de santé, les plus intéressées, les femmes, les 65 ans et plus, les personnes qui vivent en commune rurale, et 35% pour les pouvoirs publics. On aurait pu penser qu'avec cette crise, ce chiffre aurait très fortement augmenté. Il ne bouge pas par rapport aux enquêtes passées. C'est majoritaire dans un électorat, faisons un peu de politique malgré tout, c'est dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, mais c'était la prise de position, je crois qu'il avait adopté pendant la campagne. Alors au-delà des constats, au-delà de ces éléments sur l'effet de la crise, quelle solution de la part des Français? Et ce que je trouve intéressant et ce qui ressort de cette étude, c'est que les Français veulent sortir, s'agissant du secteur du grand âge et des professionnels, d'une logique de punition vers une logique de solution. Et dans ce cadre-là, on voit très bien que des choses émergent très fortement. D'abord, qu'est-ce qui est prôné? C'est une voie législative, la préparation d'un projet de loi renforçant les obligations et les contrôles des établissements, et ça devance nettement ce qui avait été la réaction première des politiques, à savoir mettons en place une commission d'enquête parlementaire. Et puis, très clairement, les Français en conscience, on va le voir que c'est une question de recrutement, une question de manque de personnel et de moyens humains, puisque sort à un niveau très élevé l'idée qu'il faut des subventions public au secteur du grand âge pour recruter plus de personnel soignant. Et je le disais, la solution radicale, jusqu'au boutiste face à cette crise de nationaliser des comptes privés, arrive très bas et n'est partagée que par 1 Français sur 4 et en première réponse, 1 Français sur 7. Alors pour restaurer cette confiance, qu'est-ce qui est prioritaire? Ça passe par la preuve, ça passe par les résultats plus que par la communication. Lancer une campagne de communication grand public, ce n'est pas que c'est rejeté, mais ça paraît moins prioritaire que publier des résultats d'évaluation
qualité de la Haute Autorité de Santé, l'HAS, qui devance la charte d'engagement et d'éthique sectorielle. Et puis, à un niveau certes faible, mais on le verra en conclusion, c'est une dimension qui est peu connue des Français, aller vers le statut d'entreprise à mission, et cité quand même par un Français sur 4, ce qui n'est pas négligeable. Et dans ce cadre de cette confiance à restaurer, quels critères de qualité pour les EHPAD inspirent confiance? Là aussi, ça corrobore ce qu'on s'est dit précédemment. On veut une logique de résultat, on veut également et surtout une logique de moyens humains. Ce qui arrive en tête de manière très nette, cité par une majorité, c'est la présence d'un personnel en nombre important. C'est les mêmes attentes que quand l'IFOP travaille sur des questions de santé, par exemple pour la FHP pendant la campagne présidentielle. C'est cette logique quantitative de moyens humains qui arrive nettement en tête et qui devance la présence de caméras de surveillance, qui devance également l'existence de contrôles réguliers. Et dans ce cadre, quelle transformation pour les groupes privés d'EHPAD? Eh bien, l'adhésion à une transition des EHPAD privés vers un statut de société à mission. On a bien sûr expliqué ce que cela veut dire parce que ce n'est pas encore un terme comme la raison d'être qui est connu par l'ensemble des Français, mais pour autant, on a une adhésion majoritaire et une adhésion massive de la part des Français. Alors si on veut conclure sur cette enquête, on voit très bien qu'il y a eu un effet, il ne faut pas le cacher, qui est assez dévastateur du livre. Ça a bouleversé, ça a modifié représentation, mais il n'a pas tout emporté sur son passage. On a toujours le sentiment que le privé est légitime pour agir sur ce sujet, refus de la moindre nationalisation. Les représentations à l'égard des métiers sont certes dégradées, mais le cœur d'image positive qu'on a vu depuis 2017 avec le CINERPA demeure, la quête de sens, l'utilité sociale, le fait de pouvoir progresser dans le cadre d'une carrière intéressante. Et puis, je le disais, on veut sortir de la crise avec la recherche de solutions, le contrôle du pouvoir législatif plus que du pouvoir exécutif, entrer dans une logique de résultat, d'évaluation pour pouvoir sortir de cette crise avec aussi la question, on en parlait, centrale, mais qui va même au-delà du grand âge, du recrutement du personnel. Voilà, je ne sais pas si j'ai tenu les 13 minutes ou les 14 minutes, mais en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire de cette 4e vague du baromètre IFOP-CINERPA. Elle est absolument passionnante, mais elle est très spécifique compte tenu du contexte de crise. Et j'ai envie de voir bientôt si les choses vont modifier. Et là, c'est votre travail. Merci. Vous étiez parfaitement dans le timing, cher Frédéric. Alors Nelly, bon, on voit bien que les Fossoyeurs a marqué les esprits. La crise Covid avait rehaussé l'image du secteur. Est-ce à dire aujourd'hui que tout est à reconstruire? Alors déjà, si on est honnête, on ne peut pas dire qu'on avait une image dorée du secteur qui aurait été abîmée. C'est-à-dire que ça fait quand même plusieurs années qu'on sait que le secteur privé du grand âge, et le secteur du grand âge d'ailleurs dans son ensemble, a une image ambivalente en matière de réputation. Et dans les années 2017-2018, on était confronté à ce qu'on appelait à l'époque l'EHPAD bashing. Ensuite, on a eu la crise Covid, et la crise Covid, aujourd'hui, on en tire un bilan positif en termes de réputation pour le secteur grand âge, parce qu'elle a été bien gérée. Mais quand ça a commencé, vous vous retrouvez avec énormément de décès qui ont lieu dans les établissements, et avec le confinement qui fait que tout se passe derrière des portes closes et les familles sont tenues à distance. Donc c'était un climat extrêmement chrysogène. Et c'est justement parce qu'il n'y avait pas une image préservée du secteur grand âge qu'il y a depuis longtemps un travail qui a été fait notamment par le CINERPA d'être en communication permanente pour essayer de faire la transparence et la pédagogie sur ce qu'était le secteur. Et par exemple, le fait que pendant la crise Covid, il y a eu ces points presse hebdomadaires, qu'il y a eu ces échanges quotidiens avec les pouvoirs publics, ça a fait que cette crise, elle est arrivée dans un contexte où il y avait déjà un lien établi. Et donc, il y a pu avoir une parole qui était entendue et une crédibilité qui était donnée à cette parole. Donc finalement, on n'est pas passé d'un État à un autre, on est passé d'un État qui était déjà une relation compliquée de l'opinion avec le secteur du grand âge, pour des raisons qui dépassent d'ailleurs la question
d'un secteur qui fait des intérêts, enfin voilà, de l'intérêt privé, mais qui, on l'a eu l'occasion de le dire à chaque fois, a aussi des ressorts sociologiques, psychologiques, philosophiques, qui est comment on accueille la mort dans la société, comment on se voit soi-même vieillir et on voit ses parents vieillir, entrer dans des situations de dépendance, toutes ces questions-là. Et donc, finalement, ce qui s'est passé, c'est que dans ce flux continu, on a eu une cristallisation. Et la cristallisation, ça, c'est quelque chose qui est très compliqué dans les phénomènes d'opinion. Vous avez parfois un état où vous avez des indicateurs pendant des années et vous avez un niveau de crise qui n'est jamais dépassé. Et puis, à un moment, l'opinion, ça prend des dimensions que vous n'aviez pas calculées. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est que ce livre, quand il sort, il est tiré à 18 000 exemplaires. Ça veut dire que même du point de vue de la maison d'édition, même du point de vue de ceux qui accompagnent ce mouvement, vous savez, un livre qui s'appelle « Le scandale de l'hôpital »,« Le scandale de la fraude », ça fait 10 000 ventes, 10 000, 15 000 ventes. C'est considéré comme des très gros tirages, vu ce qu'est le monde de l'édition aujourd'hui. Et donc, 18 000 exemplaires, c'est un très gros tirage pour un livre sur les EHPAD. Mais ça veut dire que même, je dirais, ceux qui étaient au début de cette crise, qui a été une déflagration pour tout le secteur, n'avaient pas anticipé le niveau que ça prendrait dans l'opinion publique. Il en a aujourd'hui vendu plus de 100 000, je crois. Plus de 200 000. Plus de 200 000. Plus de 200 000. C'est pour vous dire à quel point on n'anticipe pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui était latent dans la société et qui, à un moment, décide de s'exprimer à un moment donné. Ça, on ne pouvait pas le calculer. Mais je dirais, le fait que ça ait été latent dans la société, ça faisait aussi que les acteurs, ils avaient déjà commencé à travailler. Ils étaient préparés à y répondre. Et on pourra y revenir. C'est pour ça qu'il y a eu une réaction qui a permis aussi d'atténuer, malgré tout, comme le dit Frédéric, le choc en matière de dégradation de la réputation du secteur privé du grand âge. Donc, secteur qui n'a pas le choix, qui doit apporter des gages. Je dirais qu'il doit apporter à la fois de la transparence et des gages. La transparence, le travail, il avait été commencé. Vous savez, quand on gère ce qu'on appelle de la communication de crise, souvent, quand vous avez quelque chose qui vous arrive comme ça, le risque, c'est de se dire, bon, ben, en fait, on va se planquer, on revient après. Et soit les acteurs sont tétanisés et se disent, non, on est fatigué de la crise Covid, on ne va pas à nouveau devoir se justifier, on n'en peut plus. Soit ils se disent, bon, on ne va pas rajouter du bruit au bruit, on va attendre que ça passe, des crises, il y en a tout le temps, et ne pas se rendre compte de l'impact. Je pense que le CINERPA, parce qu'ils ont cette expérience d'un secteur qui est compliqué, sur lequel il faut faire de la pédagogie, sur lequel on n'a pas aussi toutes les réponses, et il y a une posture d'humilité, je pense. Il y a toujours eu une posture d'humilité de la Confédération par rapport à ces enjeux qui sont très complexes et qu'on ne peut pas résoudre seul, sur lesquels les pouvoirs publics sont attendus. Je crois que c'est ça qui a fait qu'on a tout de suite réagi, et c'est vrai que Florence l'a dit, l'article du Monde, il sort, on n'a même pas le livre encore. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans. On n'a aucune idée si les faits, on est comme on a pu avoir sur des reportages d'EHPAD bashing, sur de la déformation, vraiment de la mauvaise foi, ou on est sur quelque chose de réel. Mais très vite, on sait qu'il faut parler. Parce que ne pas parler, ça serait comme un aveu de culpabilité. Ça serait vu comme dire qu'on a quelque chose à cacher. Et donc, il faut parler pour dire... Écoutez, si c'est vrai, c'est pas les pratiques de la majorité du secteur. Et les réponses, on va les apporter parce qu'on comprend l'émotion, mais on les a pas aujourd'hui. Et vous savez, ne serait-ce que dire à un moment, les réponses, on les a pas aujourd'hui, mais on a compris qu'on devait les apporter, on va vous les apporter. Et on redonne rendez-vous. Et c'est vrai que Florence l'a dit tout à l'heure, le CINERPA, en ce moment, il redonne rendez-vous en permanence en disant, voilà où on est aujourd'hui, on vous redonne rendez-vous dans un mois. Ça, c'est un gage majeur de crédibilité et de confiance. Est-ce que la pente va être longue à remonter ? Moi, je pense que, de toute façon, c'est une pente permanente. C'était déjà une pente avant. Alors, elle est un peu plus ardue, mais je peux pas vous dire que c'est la dernière crise que connaît le secteur privé du grand âge. Non, il y en aura d'autres. J'espère qu'elles seront, pour nous tous, qu'elles seront un peu moins fortes. Mais de toute façon, il y aura en permanence les gages de confiance, ça concerne tous les acteurs, et c'est au quotidien et c'est tout le temps. Donc, c'est un travail, tout le monde l'a dit, je trouve que les acteurs l'ont très bien dit. L'important, c'est pas d'être parfait, c'est d'être honnête. J'ai trouvé que ça avait beaucoup de sens. Voilà, il y a cette posture d'humilité, de crédibilité, de transparence. Et donc, c'est comme ça qu'on a un lien de confiance qui est fragile, avec des moments de régression et des moments où on renoue. Et ça sera comme ça sur du long terme, mais il faut s'y préparer. Florence, est-ce que déjà les résultats vous ont surprise ?
Surpris, non. Évidemment, ils font mal. Au départ, quand on découvre l'enquête et qu'on voit la chute de popularité, de réputation, ça fait mal parce qu'on pense qu'on ne mérite pas ça. Mais de toute façon, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, nous avons choisi de nous mettre du côté des Français. Et c'est pour ça qu'on a fait ce sondage. C'est pour savoir ce qu'ils ressentent. Parce qu'en fait, il n'y a que ça qui est important. Puisque c'est à eux qu'on parle et c'est à eux qu'on rend le service. Donc il est important de savoir ce qu'ils en pensent. On le voit. C'est pas... voilà, l'avis du public, c'est en général toujours le bon. Sinon, en tout cas, moi, c'est mon avis. Donc j'ai à cœur de l'écouter parce que je pense que c'est lui qui peut nous guider. Et on voit bien d'ailleurs que dès qu'on propose des solutions, la charte d'engagement, elle apparaît en deuxième. Je pense, franchement, moi j'ai été très surprise quand on leur demande, et alors, s'il y a la maladie d'Alzheimer, il dit, ah oui, s'il y a la maladie d'Alzheimer, c'est sûr que moi, personnellement, je vais avoir du mal avec le domicile. Alors c'est possible, hein, le domicile, il évoluera, et il accueillera aussi, et il accueille aussi des gens qui ont la maladie d'Alzheimer. Mais c'est vrai que finalement, à l'épreuve des faits, les Français reviennent à la réalité. C'est comme pour le secteur public-privé. Bien sûr que dans un absolu idéal, on aimerait que le secteur public gère tout, et puis de la meilleure des manières, et que ça ne coûte rien en plus. Et ce serait super, mais dans la vraie vie, c'est pas ça. Et dans la vraie vie, un secteur comme le nôtre, comme le secteur sanitaire, comme l'école, eh bien, a besoin du public et du privé. Et d'ailleurs, même le secteur public ne l'a jamais démenti. Nous avons réussi une espèce d'enchaînement et à nous aider les uns les autres, et à progresser les uns les autres. Le secteur privé a permis la progression du secteur public et le secteur public continue aussi de permettre la progression du secteur privé. Donc oui, j'aime bien ces quelques réponses qui nous donnent une voie, un guide. Donc, et on a hâte effectivement d'être à l'année prochaine ou dans 2 ans, une fois qu'on aura mis nos projets en place, qu'on les aura communiqués pour voir si les Français, si l'avis du public remonte. C'est important pour nous. Oui, d'ailleurs, vous disiez, Frédéric, dans le sondage que les indicateurs de la qualité comptaient, étaient attendus. Hein, ça tombe bien, on va en parler d'ici un instant. Donc là, ça veut dire que les Français attendent du concret. Oui, c'est vrai qu'ils attendent du concret, comme ça a été dit. Ils attendent aussi que l'émetteur principal ne se cache pas. Et là, effectivement, il ne se cache pas, qu'il donne des repères, qu'il communique. Et ce que disait Nelly sur l'exemple de la crise Covid était quand même très intéressant. En 2021, on a une vague plutôt bonne s'agissant des résultats, alors même qu'on sort d'une crise terrible où beaucoup de personnes dans les EHPAD ont perdu la vie. Il y a eu des moments extrêmement difficiles. Pour autant, l'opinion a tenu. Là, il y a clairement un dégât, mais les fondamentaux restent. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de cahier des charges à travers une enquête. Alors, une enquête, soyons modestes, c'est pas la réalité, c'est un reflet de la réalité. Ça peut être très injuste si tous les efforts sont faits et si l'année prochaine, l'acte lourd du livre continue à vous enfoncer. Mais en tout cas, il ne faut pas perdre espoir. Et ce qui est très intéressant, c'est communiquer, donner des repères et être sur une pluralité de solutions. Rester seulement sur le recrutement des personnels, qui est vraiment une attente majeure des Français, ne suffira pas. La charte d'engagement, c'est vrai que c'est quelque chose, le côté engagement, réciprocité, visibilité, ça peut donner un signe à l'opinion publique que le secteur bouge et que le secteur se remet en cause. Très bien, merci beaucoup. Oh, une dernière question, Nelly. Comment va Valérie Pécresse? Moi, ça m'inquiète beaucoup. Vous êtes aussi conseillère régionale Île-de-France. Ça va mieux maintenant, la rembourser, tout va bien. Ça montre que la question de la confiance, elle se pose à tout le monde et que voilà. De l'art de rebondir. Merci à tous les trois. Merci.